Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal. Je suis aussi professeur au département de sciences politiques et à la faculté de sciences politiques et de droit à l'UQAM et j'ai le bonheur de diriger l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire Raoul Dandurand. C'est un observatoire qu'on appelle affectueusement l'OCM à la chaire et qui a été inauguré en 2019 grâce à l'appui de la Banque nationale du Canada. C'est un observatoire qui étudie la mutation des stratégies de puissance que les acteurs internationaux, surtout étatiques, déploient sur la scène mondiale pour déstabiliser des États, fragiliser leurs sociétés, leurs institutions, leurs processus politiques ou encore pour porter atteinte à leurs infrastructures critiques. Les manipulations de l'information, les cyberattaques, les offensives géoéconomiques comme l'espionnage économique et l'ingérence politique et électorale font partie des phénomènes qu'on étudie à l'OCM et c'est dans cet esprit qu'on tient le webinaire d'aujourd'hui qui porte sur le thème des cyberincidents géopolitiques au Canada. Et c'est un webinaire qui sert de rampe de lancement, si je peux m'exprimer ainsi, pour deux publications, deux contributions qu'on souhaite porter à votre attention aujourd'hui, des contributions, des publications sur lesquelles on a travaillé au cours des derniers mois. D'une part, depuis ce matin, sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand, au www.dandurand.uqam.ca, vous pouvez retrouver un rapport d'une trentaine de pages intitulé Cyberincidents géopolitiques au Canada. C'est un rapport disponible en format PDF que je vous invite à consulter puisque c'est sur cette base qu'on va tenir le webinaire aujourd'hui. Au fond, on veut vous présenter les conclusions de ce rapport. Et d'autre part, ce rapport-là dont je viens de parler s'appuie sur des données qu'on a colligées pour préparer ce qu'on appelle un répertoire des cyberincidents canadiens. Ça aussi, c'est disponible sur notre site Internet. On va vous le présenter un petit peu tout à l'heure. Et c'est un répertoire qui recense pour l'heure une cinquantaine de cyberincidents géopolitiques qui ont directement touché le Canada depuis une dizaine d'années. Donc, ce répertoire, le rapport et le webinaire d'aujourd'hui visent trois objectifs, pourrait-on dire. On veut essayer de mieux définir le phénomène des cyberincidents géopolitiques dans le monde, mais on veut surtout voir ce que ça implique pour le Canada. Quelles sont les conséquences de ces phénomènes pour le Canada plus spécifiquement. Et vous allez le voir aujourd'hui, on tire quelques conclusions, notamment que les cyberincidents géopolitiques touchant directement le Canada sont plus fréquents qu'on pourrait le croire et prennent souvent la forme d'actions malveillantes de la part d'acteurs internationaux, souvent étatiques, dont la quête de puissance finalement les incite à recourir à divers moyens, des cyberattaques, manipulation de l'information, cyberespionnage ou encore le vol de données, dans le but d'atteindre toutes sortes d'objectifs politiques, militaires, économiques, géoéconomiques et j'en passe. On veut aussi, c'est le deuxième objectif, dans la mesure du possible et avec les ressources dont on dispose, aider les gouvernements, les gens d'affaires, les médias, le public canadien à mieux distinguer les types de cyberincidents qui peuvent toucher le Canada. Donc, vous allez voir, on définit ce qu'on entend par cyberincident géopolitique, mais grâce aux données qu'on a recueillies, on essaie d'établir une typologie des cyberincidents qui peuvent toucher le Canada et on souhaite, avec ce répertoire et ce rapport, favoriser autant que possible le débat sur les stratégies et les politiques nécessaires pour prévenir ces cyberincidents à l'avenir. Et les stratégies et les politiques pour les prévenir dépendent évidemment des types de cyberincidents dont on parle. Mais vous allez le voir, on va en parler aujourd'hui, le rapport se concentre sur au moins trois réalités qui, selon nous, font du Canada un pays particulièrement vulnérable aux cyberincidents géopolitiques. D'abord, le cyberespionnage des entreprises canadiennes. Ensuite, les campagnes de désinformation qui visent le gouvernement du Canada ou les intérêts du Canada à l'étranger. Et finalement, les cyberattaques contre des organisations internationales dont le Canada est membre ou dont le Canada est le pays hôte. Et le troisième et dernier objectif de notre entreprise d'aujourd'hui et du répertoire surtout, c'est justement de répertorier les principaux cas concrets de cyberincidents géopolitiques qui ont touché le Canada au cours des dernières années. Et on veut, grâce à ce répertoire, offrir aux Canadiens et aux Canadiennes une base de données qui peut être utile pour prévoir le type de cyberincident qui pourrait survenir à l'avenir. Donc aujourd'hui, dans le rapport, vous allez voir, on se concentre surtout sur trois cas emblématiques du phénomène et de la manière dont il touche le Canada, mais le rapport n'est qu'un avant-goût, si je peux dire, de ce que vous retrouvez plus globalement dans le répertoire des cyberincidents. Ce répertoire-là, on va le présenter tout à l'heure,
recense une cinquantaine de cyberincidents géopolitiques ayant touché le Canada au cours des dernières années. Et on va le montrer tout à l'heure, ce répertoire. C'est une base de données, finalement, qui permet de connaître un certain nombre de choses à propos de ces cyberincidents qui ont touché le Canada au cours des dernières années. Les années auxquelles on en a eu connaissance, les cibles de ces cyberincidents, ça peut être le secteur public, le secteur privé, la société civile. On essaie, comme je le disais tout à l'heure, de distinguer les types de cyberincidents qui ont touché le Canada. Parfois, c'est du cyberespionnage, parfois de la manipulation d'informations. Et quand c'est possible, on va reparler de ça, on essaie de retracer un petit peu l'origine de ces cyberincidents qui mènent parfois à des pays comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord. On va également en reparler tantôt. Et je le dis tout de suite, la liste de cas recensés dans le répertoire, elle n'est pas exhaustive. Okay? C'est un début, c'est un chantier, c'est un point de départ. Notre objectif, c'est de mettre ce répertoire à jour régulièrement, aussi souvent que possible au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, grâce au travail de veille des chercheurs que je vais vous présenter dans un instant. Et on voit ce répertoire aussi comme un exercice de coproduction du savoir, fidèle à la mission de la chaire Raoul Dandurand. On aime interagir avec les gens d'affaires, les représentants gouvernementaux, les journalistes, le public. Et on vous invite, vous qui assistez à ce webinaire, je vous remercie d'ailleurs d'être là, de porter à notre attention, peut-être aujourd'hui, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, des cyberincidents géopolitiques qui ne seraient pas au répertoire pour l'instant et qui, selon vous, mériteraient d'y être. On va présenter tout à l'heure aussi les critères de définition des cyberincidents qu'on inclut dans le répertoire. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qu'on exclut pour des raisons méthodologiques liées notamment à l'expertise qu'on a à l'OCM. On ne fait pas tout, on fait un certain nombre de choses, mais on va vous parler de ça tantôt. Sans plus tarder, je veux vous présenter l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Les chercheurs de l'OCM, ce sont des chercheurs en résidence qui travaillent avec nous cette année, depuis un certain nombre d'années pour certains d'entre eux. Alexis Rapin est diplômé en relations internationales de l'Université de Genève et titulaire d'une maîtrise en études internationales de l'Université de Montréal. Il est chercheur en résidence à l'OCM depuis la création de l'OCM en 2019 et il travaille sur les transformations de la conflictualité internationale, l'essor des stratégies de désinformation et leur importance dans le monde, les questions de cyberdéfense ainsi que la politique américaine de gestion de la cyberconflictualité. Danny Gagné est étudiant au doctorat en sciences politiques à l'UQAM, chercheur en résidence et boursier stagiaire des commissionnaires du Québec à l'OCM cette année. Ses travaux à l'OCM ont fait l'objet de plusieurs chroniques des nouvelles conflictualités de la chaire Raoul Dandurand, qu'on publie à toutes les 2 semaines. Et ces dernières chroniques, ont porté sur les manipulations de l'information, notamment lors des élections canadiennes. Elles ont porté aussi sur le bras de fer entre Washington et Huawei sur la 5G. Gabrielle Gendron est étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, chercheur en résidence et boursière stagiaire des commissionnaires du Québec également à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Ses recherches portent sur le développement de l'économie numérique et des nouvelles technologies chinoises, la cybersécurité dans la région de l'Asie du Sud-Est, les initiatives numériques du projet Belt and Road Initiative et l'exportation numérique chinoise dans le monde. Et finalement, Simon Piché-Jacques est candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, chercheur en résidence à l'OCM également, et il s'intéresse tout particulièrement à l'implication des services de renseignement dans les nouvelles conflictualités, l'espionnage économique chinois à l'égard du Canada, les stratégies de subversion russe et l'espionnage des secteurs stratégiques du Canada. Donc, merci à vous 4 d'être là. Toujours un plaisir de vous voir, même si je ne peux pas vous voir en personne ces jours-ci, mais on se rencontre une fois semaine pour discuter de ces projets, puis c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Et on va, pour ce qui est du format du webinaire, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer quelques questions à nos chercheurs qui vont présenter les grandes lignes et les principales conclusions de notre rapport et de notre répertoire. Tout ça va durer une 50aine de minutes, au terme desquelles il y aura une période de discussion avec l'auditoire. Donc, je sais qu'il y a des gens qui regardent le webinaire en ce moment. Je vous remercie d'être là et je vous invite dès à présent à nous soumettre vos questions en utilisant l'espace prévu à cet effet sur la page de visionnement du webinaire. Au-dessous de l'écran que vous êtes en train de regarder, ou en fait de l'image que vous êtes en train de regarder, il y a un espace qui s'appelle « Poser une question ». Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions à partir de maintenant. On va les colliger, puis on pourra en poser un certain nombre à nos chercheurs tantôt. Donc, j'ai déjà trop parlé. Sans plus tarder, je veux lancer nos chercheurs sur les divers phénomènes qu'on a étudiés pour
le rapport et le répertoire. Je vais commencer par Alexis. Alexis, les cyberincidents géopolitiques ont touché plusieurs pays dans le monde au cours des dernières années. Évidemment, on a en tête l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016. On pourrait citer d'autres exemples, comme la cyberattaque qui avait privé 225 000 personnes d'électricité en Ukraine en 2015. Qu'en est-il du Canada dans cette histoire-là? Quelle est la situation ici et comment ces cyberincidents géopolitiques touchent-ils le Canada? Merci beaucoup, Frédéric. Bonjour tout le monde. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais peut-être que je rebondirai immédiatement sur ce que tu viens d'évoquer, en fait, avec un premier constat important, c'est que le Canada a jusqu'ici pas encore été la cible de cyberincidents majeurs, comme ceux que tu évoquais aux États-Unis, en Ukraine ou en ailleurs. On a encore rien vécu de si spectaculaire ou dommageable, donc ça, c'est la bonne nouvelle, je dirais. La mauvaise, c'est qu'il y en a tout de même, depuis quelques années maintenant, tout un ensemble de cyberincidents à caractère géopolitique d'ampleur plus modeste, dont on parle peu, ou en tout cas moins, mais qui, une fois mis bout à bout, ont quand même leur importance. On en a répertorié 51 dans les dernières années. C'est un des gros chiffres qui ressort de notre analyse. 51 cyberincidents à caractère géopolitique ayant touché le Canada depuis 2011. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas davantage, il y en a probablement davantage, on pourra en reparler tantôt, mais de ce qui est connu publiquement, de ce qu'on peut clairement dire qui relève de géopolitique, de rapport de puissance entre États, on en a identifié 51. Ça inclut des événements qui ont été passablement publicisés, comme le piratage du Conseil national de recherche du Canada en 2014, dont Simon parlera tantôt. Ça inclut des incidents dont on a beaucoup moins ou presque pas parlé. Je pense par exemple à une campagne de cyberespionnage de longue haleine menée par l'Iran, qui a visé pas mal d'universités à travers le monde, dont plusieurs universités canadiennes en 2019 et en 2020. Et une des particularités de notre étude peut-être, c'est qu'on inclut dans nos cas les campagnes de désinformation en ligne, qui représentent une assez grosse part du total, j'en reparlerai tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada? Grosso modo, qu'à intervalles réguliers, voire très réguliers, en fait pas loin d'une fois par mois actuellement, il y a un cyberincident géopolitique qui touche le Canada. Ça n'a pas toujours été aussi fréquent. Ce que nos données montrent, c'est qu'entre 2011 et 2015, on observait grosso modo une moyenne de 2 ou 3 incidents par an. Depuis 2016, on est plutôt sur une moyenne de 9 ou 10 incidents par an. Donc, on voit que ça augmente. On verra si la tendance se maintient en 2021, évidemment, mais ce qu'on observe, c'est que la tendance, globalement, est à la hausse. Et je dis pas ça pour crier au loup, etc., mais c'est un premier constat important à garder en tête. Quand on parle de cyberincidents au Canada, on ne parle pas de scénario hypothétique ou d'une menace lointaine à laquelle il faudrait penser dans un futur proche. On parle de quelque chose qui se produit déjà assez régulièrement et en fait de plus en plus régulièrement. Les gens qui nous regardent en ce moment nous entendent parler de cyberincidents géopolitiques là, depuis le début du webinaire. Peux-tu, si on veut définir ce qu'on entend par là, justement nous dire ce qu'on entend par là et comment on définit ce phénomène-là dans le rapport finalement? Alors, c'est évidemment un peu la question à 1000 piastres, hein, mais ce qu'on entend par cyberincident ici, c'est des actions intentionnelles, malveillantes, circonscrites dans le temps et menées au moins en partie dans le cyberespace. Donc c'est un terme qui brasse assez large. Ça inclut à la fois les cyberattaques, le vol de données, le vol et le fuitage de données, des campagnes de désinformation aussi, etc. On a établi une typologie, en fait, avec différentes catégories d'incidents, 8 catégories au total. On pourra en parler plus tard au besoin. Ça inclut les incidents qui ont touché aussi bien les pouvoirs publics canadiens que les entreprises canadiennes, les universités canadiennes, les simples citoyennes et citoyens, ou même des organismes internationaux basés au Canada, par exemple. Dans certains cas, c'est des incidents qui ont visé spécifiquement le Canada. Dans d'autres cas, c'est des incidents qui ont touché une diversité de pays, incluant le Canada. On peut penser par exemple à des grandes vagues de rançongiciels comme le rançongiciel nord-coréen WannaCry, par exemple, qui a touché une multiplicité de pays en 2017, dont le Canada. Dans certains cas, c'est des incidents très ponctuels à un moment donné précis. Dans d'autres cas, c'est des incidents qui s'échelonnent dans le temps. On peut penser à des campagnes de désinformation qui durent plusieurs mois, parfois plusieurs années. D'ailleurs, Danny va nous parler de celle à l'égard des soldats canadiens en Lettonie tout à l'heure. Exactement. Et le dominateur commun, pour terminer, c'est que c'est des cyberincidents
à caractère géopolitique spécifiquement. Donc, c'est des cyberincidents qui proviennent le plus souvent de l'extérieur du Canada, qui sont pour la plupart orchestrés par des gouvernements étrangers, comme tu disais tantôt, à des fins militaires, politiques, économiques, etc. Donc, on traite a priori pas de cybercriminalité ici, mais surtout et avant tout de rapports de puissance internationaux, d'actions qui relèvent le plus souvent de compétitions stratégiques sur la scène internationale. Parce qu'évidemment, la chaire Raoul d'Endurance s'intéresse à ces questions-là. Donc, c'est surtout cet angle d'analyse-là sur lequel on travaille dans le cadre des travaux de la chaire Raoul d'Endurant. Quels sont les types de cyberincidents les plus fréquents, là, si on regarde les données que vous avez recueillies, qu'on a recueillies avec l'équipe? Alors, il y a deux grandes catégories d'incidents qui dominent largement le recensement qu'on a effectué. La première marche du podium, très clairement, c'est le cyberespionnage. Donc, qu'on pourrait définir comme le recours à des moyens cyber pour obtenir clandestinement de l'information confidentielle. On parle de 26 incidents sur les 51 qu'on a répertoriés, donc à peu près la moitié. C'est une catégorie qui brasse assez large. Ça inclut évidemment l'espionnage au sens traditionnel, hein, donc le vol de secrets d'État, on pourrait dire. Ça inclut aussi le vol de propriété intellectuelle ou l'espionnage industriel, si vous préférez. Et ça va même jusqu'à, par exemple, la surveillance clandestine d'individus qui vivent au Canada. On peut penser, par exemple, à des réfugiés politiques, des dissidents qui sont espionnés par leur État d'origine au Canada, par exemple. La seconde catégorie la plus fréquente, c'est les campagnes de désinformation, ce qu'on a choisi d'appeler, nous, les manipulations de l'information, qui est un terme un peu plus spécifique, un peu plus académique. Donc, à savoir la diffusion intentionnelle, massive et coordonnée de nouvelles fausses ou biaisées dans le cyberespace à des fins politiques hostiles. Donc, la définition des manipulations de l'information, des campagnes de désinformation. Cette catégorie-là recouvre 17 des 51 cyberincidents qu'on a répertoriés, donc environ un tiers. Et donc, on voit qu'avec ces deux catégories d'incidents-là, cyberespionnage et désinformation, on recouvre presque 85% de l'ensemble de nos cas. Donc, ça donne déjà une assez bonne idée du visage global de la cyberconflictualité au Canada. Et ça aussi, on a eu de belles discussions à ce propos sur l'origine des cyberincidents, les auteurs des cyberattaques. Est-ce qu'il est possible de retracer l'origine de certains de ces cyberincidents? Et si oui, quels acteurs internationaux sont le plus souvent les auteurs des cyberattaques qu'on a répertoriées? Alors, bon, c'est toujours une question très délicate, hein, mais si je vais droit au but, il y a en somme 4 pays qui sont à l'origine de la grosse majorité des cyberincidents qu'on a recensés. En premier lieu, la Russie, qui compte pour 19 des cyberincidents. En deuxième position, la Chine, 12 incidents. En troisième, l'Iran, 7 incidents. Et en quatrième, la Corée du Nord, 5 incidents. Et si on fait le cumul, ça couvre quand même 42 incidents sur 51. Donc, on voit qu'avec ces 4 pays-là, on tient une bonne partie du total. Maintenant, comme tu disais tantôt, maintenant que j'ai créé un peu l'incident diplomatique en nommant expressément des pays, c'est là qu'il faut apporter la nuance importante d'usage. C'est qu'on parle ici de provenance géographique, donc des pays d'où ont surgi ces incidents, si on peut dire, et non pas de la responsabilité politique de ces incidents, donc des acteurs et le cas échéant des gouvernements qui seraient derrière. Donc, ce n'est pas parce que les incidents que je viens de nommer proviennent de Chine, par exemple, que c'est nécessairement le gouvernement chinois qui est derrière, même si c'est bien souvent le cas. Et pourquoi on applique cette nuance? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est souvent difficile en fait, de démontrer la responsabilité d'un État, ce qu'on appelle l'attribution d'une cyberattaque ou d'un cyberincident. Les services de renseignement le font, les firmes de cybersécurité le font parfois aussi, mais ce n'est pas toujours rendu public, ce n'est pas toujours fait hors de tout doute, et surtout, c'est toujours très, très politique. Donc ici, pour notre part, on s'en tient plutôt à la dimension territoriale. Et sur le répertoire, par contre, on a un peu plus d'espace, on essaie de donner, quand il y en a, un maximum d'éléments d'information, j'ai de l'attribution par pays de chaque cyberincident. On a beaucoup travaillé avec Benoît Gagnon, qui est un ancien chercheur de la chaire Raoul d'Endurant, avec lequel on avait travaillé sur ces questions il y a une dizaine d'années environ. Puis, il travaille maintenant pour les commissionnaires du Québec. Il y a le balado Vigile, notamment, que j'encourage les gens qui regardent le webinaire à écouter, parce que c'est
balado qui traite notamment de ces questions aussi. Et c'est toujours très, très difficile, évidemment, d'attribuer clairement la responsabilité de ces cyberattaques à un acteur en particulier. Quand on regarde ce qui s'est passé lors des élections de 2016 aussi, on le voit, des hackers russes ont commis ces cyberattaques, mais le gouvernement russe et Vladimir Poutine en particulier nient toute implication dans cette cyberattaque alors que les choses alors que c'est peut-être le cas, mais c'est difficile évidemment d'établir la responsabilité, comme tu l'as bien dit, de ces cyberattaques à des acteurs parfois. Si on lit le rapport, Alexis, quelles sont, disons, les grandes conclusions qu'on doit retenir de ce rapport-là, les trois tendances, disons, les principales tendances, je sais qu'il y en a trois parce que je l'ai lu, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, quelles sont les trois tendances, principales tendances que l'on observe en lien avec les conflits pas les conflits, mais en lien avec le phénomène qu'on étudie là-dedans? Alors, bon, il y a évidemment plein de constats à tirer. 51 incidents, c'est quand même beaucoup, donc on peut en tirer plein de conclusions. Mais on a effectivement voulu, dans le rapport, mettre en évidence trois tendances majeures qu'on trouvait intéressantes pour réfléchir à la situation au Canada. La première tendance, elle se rapporte au type de cyberincident le plus fréquent, donc, comme je disais tantôt, le cyberespionnage. Ce qu'on observe, en fait, c'est que la cible la plus fréquente de cyberespionnage au Canada, tu en parlais en introduction, c'est à première vue pas le gouvernement ou les forces armées, comme c'est souvent le cas ailleurs, mais plutôt le domaine de la recherche et le développement. Mm-hmm. Donc, on parle ici des universités, des centres de recherche, des entreprises, des fleurons industriels canadiens, etc. Il y aurait des nuances à appliquer, mais grosso modo, près de 3/4 des cas de cyberespionnage qu'on a recensés relèvent de vol de propriété intellectuelle, en fait, donc de cyberespionnage industriel ou économique. Il y a une variété de secteurs visés, mais on voit que, sans surprise, les convoitises se concentrent surtout autour des domaines à valeur stratégique, où le Canada a un savoir-faire particulier. Je pense à l'aérospatial, à l'énergie, à l'industrie minière notamment. Donc ça, c'est une première tendance majeure, une très forte prévalence du cyberespionnage industriel. Simon vous en parlera davantage tantôt. La deuxième tendance importante qu'on a observée, elle porte plutôt sur les campagnes de désinformation et le fait qu'il y a pas mal de campagnes de désinformation en fait, qui parlent du Canada, mais assez peu qui cherchent spécifiquement à influencer l'opinion publique canadienne. Ce qu'on observe le plus souvent, en fait, c'est des campagnes de désinformation qui cherchent à ternir l'image du Canada à l'international auprès d'un public étranger. Par exemple, dans des pays où des soldats canadiens sont déployés, on peut penser à la Lettonie, à l'Ukraine. Dany en parlera tantôt. Donc ça, c'est la deuxième tendance. En somme, c'est l'idée que le Canada est souvent une cible de campagnes de désinformation et peut-être pas si souvent un public cible de campagnes de désinformation. Et une troisième tendance importante qui est un peu similaire, en fait, c'est le fait qu'on observe tout un ensemble de cyberincidents qui ne visent pas spécifiquement le Canada, mais qui touchent le Canada parce qu'il héberge des entités qui présentent un intérêt stratégique. Parfois, c'est des organisations internationales qui sont piratées par des pays tiers, comme c'était le cas de l'Organisation mondiale antidopage, par exemple, ou de l'OACI, dont Gabriel parlera tantôt, qui sont tous deux des organisations basées à Montréal et qui ont fait l'objet de cyberattaques dans les dernières années. Parfois, c'est des individus, comme je le disais, par exemple des activistes d'origine étrangère établis au Canada, qui sont espionnés, surveillés par leur pays d'origine. Et parfois, c'est juste des infrastructures critiques. En fait, on peut penser par exemple au réseau électrique canadien, notamment, que des hackers russes ont visité en 2019, pas parce qu'ils en voulaient au Canada, mais parce qu'ils voulaient évaluer les vulnérabilités des infrastructures américaines. Et on voyait que le Canada fournissait pas mal d'électricité aux voisins. On pensait que c'était intéressant de scanner le réseau électrique canadien également. Donc ça, ce serait la troisième tendance, ce qu'on a appelé dans le rapport en fait l'impact du statut de pays hôte du Canada et les retombées collatérales que ce statut de pays hôte peut produire sur le Canada. Je passe un peu rapidement là-dessus, il y a évidemment bien plus à dire, mais j'encourage les gens à aller voir le rapport si ça les intéresse. On détaille beaucoup plus ces enjeux-là dans le document en ligne.
Merci Alexis. Donc, la première partie du rapport met la table. On a là-dedans des données un petit peu plus globales, issues du répertoire sur le nombre de cyberincidents, l'origine des cyberincidents quand c'est possible d'en retracer justement les traces, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, le portrait un peu plus global dans la première partie. Et dans les pages qui suivent dans ce rapport, ce qu'on fait, c'est qu'on brosse un portrait de certains cas assez emblématiques, plus précis de ce phénomène plus global qu'on décrit dans la première partie du rapport. Et donc, je vais me tourner vers Simon, Dany et Gabriel, qui avaient comme mandat de présenter des cas un petit peu plus précis de ces phénomènes-là. Et ils ont décidé de se pencher sur des cas assez emblématiques et qui permettent de voir concrètement quelle forme ces cyberincidents peuvent prendre, quelle forme ces cyberattaques peuvent prendre. On va commencer par Simon Piché-Jacques qui s'est penché sur une opération de cyberespionnage, justement, une opération d'envergure, l'attaque de 2014 contre le Conseil national de recherche du Canada, qui est, on pourrait le dire, l'épine dorsale canadienne en matière d'innovation et de recherche et de développement. Donc, Simon, tu t'es penché sur ce cas. Peux-tu nous rappeler l'importance de ce cyberincident, en quoi il a consisté et pourquoi c'était intéressant de le traiter dans le rapport? Et merci Frédéric. Oui, absolument. Le cas du Conseil national de recherche est, selon moi, un incontournable dans sa catégorie parce que bon, il traite d'un sujet qui mérite d'être approfondi et aussi de retenir l'attention de la population canadienne. Ce cyberincident-là a révélé une tendance qui existait et qui existait toujours depuis plusieurs années, qui coûte des millions de dollars chaque année au Canada. Et là, je parle du ciblage persistant des secteurs stratégiques. Comme Alexis en a parlé un peu plus tôt, par secteur stratégique, on parle entre autres de la biotechnologie, on parle des télécommunications, on parle du nucléaire, de l'aérospatial, de la métallurgie, et la liste se poursuit. Donc, ce sont tous les secteurs qui attirent la convoitise d'acteurs étrangers. Pour ce qui est du cas maintenant, pour vous mettre un petit peu en contexte, donc, on se retrouve à l'été 2014. Les relations entre Ottawa et Pékin sont plutôt tendues parce que bon, le Canada tarde à signer un traité bilatéral en matière d'investissement étranger et vient aussi d'imposer une nouvelle sanction économique contre des sociétés d'État chinoises. Bref, les relations diplomatiques sont pas optimales et Stephen Harper va justement demander à son ministre des Affaires étrangères de se rendre en Chine pour préparer le terrain à sa prochaine visite en fin d'année. Rien de tout ça va se passer comme prévu parce que le Conseil du Trésor va annoncer soudainement que la Chine vient d'orchestrer une importante opération de cyberespionnage contre le Conseil national de recherche. À ce moment-là, tout le monde retourne chez soi et le rapprochement diplomatique va échouer. D'après le bilan officiel de l'événement, qui n'a pas été si détaillé que ça, soit dit en passant, c'est un groupe de pirates informatiques commandité par la Chine qui a ouvert une brèche dans les réseaux du Conseil national en utilisant un logiciel malveillant contenu dans un courriel. À partir de là, les pirates ont pu se procurer une tonne de renseignements sur des projets, des programmes de recherche en cours et aussi sur des données personnelles d'employés. Par contre, on ne sait toujours pas si les manœuvres de la Chine ont réussi, mais on sait par contre que les pirates ont eu un accès énorme à des quantités d'informations classifiées. Ensuite de ça, le gouvernement canadien a aussitôt procédé à la fermeture des réseaux informatiques du Conseil national par mesure préventive. La Chine, elle, pour sa part, elle a nié toutes les allégations contre elle. Puis, le Canada, au final, a dû finalement débourser 32,5 millions de dollars pour rétablir les réseaux informatiques. Aussi, peut-être juste pour clarifier avant de terminer la présentation de l'incident, pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers avec le Conseil national de recherche, comme Frédéric l'a dit, dites-vous que c'est littéralement l'épine dorsale du Canada en matière d'innovation et de recherche et développement. Les employés qui travaillent ils travaillent sur des technologies à la fine pointe de technologie qui ont une très grande valeur stratégique, comme les satellites, les OGM, les systèmes de communication quantique. Et d'ailleurs, plusieurs ont affirmé après l'intrusion des Chinois dans le Conseil national de recherche que ce sont les systèmes d'information quantique qui étaient dans la mire de la Chine. Parce que la quantique prévoit révolutionner le cyberespace en offrant un système de communication qui est pratiquement inviolable.
Donc, c'est un cas qui se déroule en 2014, ça fait quand même un certain nombre d'années. Qu'est-ce que ce cas-là nous dit sur le cyberespionnage, peut-être chinois, aujourd'hui en sol canadien? Ben, je dirais qu'essentiellement, ça nous informe que l'espionnage, peu importe sa forme, qu'il soit cyber ou plus traditionnel, là, humain, continue d'être cette espèce d'outil qui permet de garantir un avantage stratégique sur ses rivaux. Dans chaque domaine où il y a l'aspect de concurrence, où il y a une concurrence féroce, ben, il y a de l'espionnage finalement. Quand on parle d'espionnage économique, on parle du vol de propriété intellectuelle, on parle d'intrusion dans les chaînes d'approvisionnement, de création de sociétés d'écran, bref, de tout ce qui pourrait court-circuiter les processus de recherche et développement qui habituellement s'échelonnent sur des dizaines d'années. Ces dernières années, il y a eu une intensification de ces opérations-là. On remarque que les objectifs, là, par contre, sont toujours de nature économique. Et aussi, ben, un fait très intéressant, là, entre 2013 et 2015, le Centre de sécurité des télécommunications disait avoir observé 2500 cyberactivités visant le Canada par des acteurs étrangers. Donc ça, si on fait le calcul, ça fait environ 50 incidents par semaine. Donc, en résumé, l'espionnage est devenu une espèce de pratique banale qui évolue sur une base qui est littéralement consensuelle et aussi en marge du droit international. La différence, par contre, qui est observée, c'est que certains États vont utiliser à outrance le vol pour avantager soit leur complexe militaire ou industriel, ou soit pour avantager des sociétés d'État ou des entreprises privées des secteurs stratégiques. Maintenant, je dirais que du côté de la Chine, ben, on sait que l'innovation scientifique et technologique est une priorité depuis des dizaines d'années. Les Chinois ont déjà lancé en orbite leur premier satellite quantique en 2016, je pense, et s'intéressent de plus en plus à l'espace. D'ailleurs, ils viennent de réussir leur premier alunissage il y a quelques mois. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada en terminant? Qu'est-ce qu'on doit surveiller ici là, au cours des prochaines années? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, ça représente plein de choses. Premièrement, ça représente un très grave problème qui persiste depuis des années, mais qui a tardé à être traité correctement. Aujourd'hui, le problème de l'espionnage économique est connu. On en parle de plus en plus. Les services de renseignement sont de plus en plus transparents sur la question, si j'ose dire. Et les dirigeants ben, en font maintenant une priorité, ce qui n'était pas nécessairement le cas si on retourne 10 ans en arrière. Maintenant, ce que ça implique pour le Canada, ben, c'est que le Canada doit être conscient que les rivalités géoéconomiques sont devenues les nouvelles rivalités guerrières contemporaines. Que la protection des secteurs stratégiques, ben, finalement, fait partie des juridictions de la sécurité nationale. Et même peut-être plus simplement, et je vais m'arrêter ici, la sécurité économique égale maintenant sécurité nationale. Merci beaucoup, Simon. Donc, c'est un cas dont tu parles dans le rapport, qui est un cas qui date de 2014, mais qui est un exemple du type de cyberincident qui peut se produire ici à l'avenir. D'ailleurs, le répertoire compte d'autres cas de cyberespionnage qui ressemblent à celui-là, qui est assez emblématique du type de campagne de cyberespionnage qu'on a pu observer au Canada au cours des 10 dernières années. Je vais maintenant me tourner vers Danny Gagné, qui, dans notre rapport, s'est penché sur les campagnes de manipulation de l'information à propos des soldats canadiens déployés en Lettonie sous l'égide de l'OTAN. Ce sont des campagnes de désinformation, de manipulation de l'information qui durent depuis 2017. Et on trouvait intéressant de traiter de ce cas-là parce qu'il est emblématique d'une des tendances qu'Alexis a relevé tout à l'heure en disant que les manipulations de l'information, la désinformation font maintenant partie du paysage géopolitique canadien. On voit qu'elles ont caractérisé la campagne électorale américaine de 2016, mais la superpuissance américaine n'est pas la seule visée par ces campagnes de manipulation de l'information, de désinformation. C'est sûr que le Canada est peut-être un peu moins la cible que les États-Unis, mais Danny explique bien dans son étude de cas que le Canada peut être visé aussi par des campagnes comme celle-là. Donc, Danny, parle-nous un petit peu de ce cas-là. En quoi consistent ces campagnes de désinformation à propos des soldats canadiens en Lettonie? Quel est leur but? Quelle est leur origine? Est-ce qu'on peut retracer leur origine également?
Donc, merci beaucoup, Frédéric. Tu as bien planté le décor pour moi. Donc, on parle d'une opération de l'OTAN qui va commencer à l'été 2017, l'opération Reassurance. Et puis, on parle de 450 soldats canadiens qui vont être déployés en Lettonie. Ils vont être là bien sûr, pour des efforts de dissuasion. Ils vont être là pour faire des exercices avec la population locale et ils vont participer à la modernisation des installations de la base de Adazi, donc où ils vont être hébergés pendant cette mission-là. Donc, 450 soldats environ, rien pour bouleverser l'équilibre des puissances dans la région. On parle de peut-être à peu près 50 000 soldats russes de l'autre côté de la frontière. Donc, d'apparence inoffensive, cette mission-là, mais on va se rendre compte très rapidement que ça va déclencher une réponse sous la forme d'une campagne de désinformation. Donc, qui va commencer en juin 2017. Donc, juste avant l'arrivée des troupes canadiennes, en fait, juste 4 jours avant l'arrivée des troupes canadiennes, il va y avoir une première fausse nouvelle qui va faire son apparition, donc dans laquelle, c'est une fausse nouvelle qui est publiée en ligne, et puis c'est dans des médias lettons russophones. Donc, le public cible est assez clair là, dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette fausse nouvelle-là? On va nous dire qu'il y a 12 soldats canadiens des forces spéciales qui auraient perdu la vie dans des combats dans le Donbass ukrainien. Donc, bien sûr, le Canada n'est pas dans le Donbass ukrainien. Il y a des soldats canadiens en Ukraine, mais ils sont loin des opérations de combat. Et donc, premièrement, cette partie-là de la nouvelle est fausse. Deuxièmement, on va, comme preuve, on va nous présenter des clichés de soldats canadiens qui portent un cercueil. Ce sont des clichés qui viennent, en fait, c'est des clichés qui ont été pris pendant la guerre d'Irak. Donc, on va monter cette petite histoire-là, un peu, si on veut, pour planter une graine, pour dire à la population, si les soldats canadiens font ça en Ukraine, qu'est-ce qu'ils s'en viennent faire chez nous? C'est quoi le but de ce déploiement-là? Donc, il y a ce petit déclic-là qui va précéder, en fait, l'arrivée des troupes canadiennes. Ensuite, on va assister à une campagne de désinformation qui va durer donc à peu près 1 an, avec une série de fausses nouvelles qui va quand même débouler assez rapidement. Le premier cas qu'on va répertorier après l'arrivée des troupes canadiennes, une fausse nouvelle qui va encore une fois faire son apparition en ligne, une nouvelle qui veut que Russell Williams, l'ancien militaire canadien qui a été condamné pour meurtre il y a quelques années, serait en fait aux commandes de la base d'Adazi. Donc déjà, il y a cette espèce de volonté de nous faire croire que on a une espèce de brute sanguinaire, si on veut, qui est à la charge de cette base-là. Ensuite, on va avoir plusieurs nouvelles. Donc, par exemple, on va nous dire, les soldats canadiens sont déployés dans la capitale Riga, ils se promènent avec des armes chargées, ils intimident la population. On va dire ils habitent dans des appartements de luxe aux frais des contribuables lettons. Ils consomment de l'alcool, ils sont malpropres, on va vraiment les présenter comme des parasites. Et puis, on va toujours appuyer avec des clichés hors contexte ou qui viennent de d'autres théâtres d'opération ou que c'est des événements qui ont été des fois qui ont été faits par d'autres forces armées qui n'ont absolument rien à voir avec la mission de l'OTAN en Lettonie. Donc, il y a vraiment cette volonté-là de créer un climat de désinformation pour discréditer les forces canadiennes. Merci, Danny. J'ai déjà une question qui nous provient du public et qui est liée directement au phénomène dont tu parles en ce moment. Donc, j'ai presque envie de te la lancer tout de suite. Elle nous permet de réfléchir à la manière dont sont menées ces campagnes de désinformation et peut-être que tu peux utiliser le cas dont tu parles pour donner certains éléments de réponse déjà. La question est la manipulation des informations de ce type-là. Est-ce qu'elle transite essentiellement par les réseaux sociaux, je cite, ou est-ce qu'elle peut également être menée dans les pages des médias plus traditionnels? Bon, évidemment, on sait que ça se passe beaucoup sur les médias sociaux, mais dans le cas dont tu parles, est-ce que ça s'est fait essentiellement là ou également dans des médias un petit peu plus traditionnels, des journaux, des quotidiens, tout ça?
On parle vraiment donc d'une campagne, comme tu le disais, sur les médias sociaux. Ça peut être de la publicité qu'on va acheter sur Facebook, par exemple, pour faire un peu le rôle de pamphlétaire, si on veut. Et la grande majorité de ces informations-là, de ces articles-là, on va les retrouver sur des sites Internet. Donc, les médias les médias officiels, si on veut, ne vont pas nécessairement toucher à ces nouvelles-là, ou s'ils le font, ça va être pour faire du fact-checking en bon français. Donc, ils vont essayer de démentir ces faits-là. Et qu'est-ce que le cas que tu as étudié nous dit plus généralement sur les manipulations de l'information et les campagnes de désinformation dans le monde aujourd'hui? Bien, c'est certain que le cas de la Lettonie, il est important pour plusieurs raisons. Bon, déjà en partant, si on prend ce pays-là, on parle d'un pays qui a à peu près 37% de la population qui parle russe, qui est majoritairement concentrée dans l'est du pays. Donc, on a quand même une communauté tissée serrée qui est peut-être plus facilement exploitable en utilisant ces campagnes-là. Et il ne faut pas oublier, donc, en fait, c'est important de souligner que cette population-là n'est pas tellement favorable à l'OTAN. La majorité de la population lettonne est favorable à l'OTAN, mais pour ce qui est de l'Est du pays, l'OTAN peut être vue un peu comme une force d'occupation. Et puis, on se rappelle aussi que ce type de campagne de désinformation-là ont précédé l'arrivée de troupes russes en Géorgie en 2008 et en Ukraine, en Crimée, en 2014. Donc, dans ces deux opérations-là, c'était le premier acte de cette qui est devenu par la suite un mouvement de troupes conventionnel. Donc, déjà, il faut toujours avoir cette idée-là en tête qu'il y a une espèce de volonté de conditionner la population visée à une action peut-être plus agressive et qu'on essaie de faire passer pour pratiquement des fois une libération. Et puis, il y a une tendance qu'on remarque aussi dans ces événements-là, c'est que ça se produit très souvent dans des périodes électorales. Donc, on essaie de polariser le public et on essaie aussi de mettre à mal le parti qui est au pouvoir. Et qu'est-ce que ça représente pour le Canada, pour la suite des choses, pour la conduite de la politique étrangère canadienne et pour le Canada de façon plus générale? Quelles sont les conclusions que tu tires par rapport à ça? Ben, en fait, c'est assez simple. C'est quelque chose qui est pris au sérieux par le Canada, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a remarqué dans le cas de la Lettonie? On s'est rapidement rendu compte qu'on devait assigner des soldats carrément à faire un travail de veille sur les médias sociaux, chose qu'ils n'étaient pas vraiment outillés pour faire, c'est-à-dire faire le tour des médias sociaux, voir ces nouvelles-là et être capable de les démentir et de communiquer avec le gouvernement letton aussi pour les aider à faire ce travail-là pour rétablir les faits. Et aussi, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte dans le cas letton, c'est que c'est pas juste un déploiement de troupes militaires, ça devient aussi une opération de relations publiques. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, dans le cas letton, c'est qu'on a dû organiser des activités pour, en fait, inviter la population sur la base pour leur montrer c'était quoi la nature des activités, qu'est-ce que les soldats faisaient là, donc, tout simplement parler avec les soldats pour apprendre à les connaître et voir qu'il n'y a pas de menace. Donc, c'est des choses que les soldats canadiens et même les soldats de l'OTAN déployés partout en Europe ne sont pas nécessairement habitués à ça. Donc, ça demande un changement de mentalité. Merci beaucoup, Danny. Tout à l'heure, Alexis disait que parfois ces cyberincidents touchent le Canada parce que le Canada est membre d'organisations internationales ou est le pays hôte de certaines organisations internationales importantes dans le monde. Et Gabrielle Gendron a contribué au rapport et elle a choisi, pour illustrer cette tendance qu'Alexis a mentionnée tantôt, elle a choisi d'étudier un cas qui est la cyberattaque de 2016 contre l'Organisation de l'aviation civile internationale, dont le siège se trouve à Montréal. On se souvient qu'on avait parlé de cette attaque-là. Mais Gabrielle, peux-tu nous rappeler en quoi elle avait consisté, cette attaque? Et je pense que c'est utile d'y revenir parce que ça illustre la tendance qu'Alexis a mentionnée tout à l'heure. Merci, Gabrielle. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Effectivement, le cas de l'OACI, c'est un cas qui est particulièrement important de par la taille de l'organisation qui a une portée très internationale aussi,
Mais aussi, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'on a été capable d'attribuer précisément qui avait fait la cyberattaque, ce qui est assez fascinant parce que, comme ça a été mentionné précédemment, parfois c'est une origine, mais là, on a trouvé le groupe à qui a fait la cyberattaque, en fait. Donc, en 2016, le ACI s'est fait avertir comme quoi 2 de ses serveurs étaient compromis. Elle a transféré l'enquête à l'interne, puis la firme SecureWorks, qui est la firme qui est affiliée à l'ONU, spécialisée en cybersécurité, a noté la présence de pirates dans les serveurs de messagerie qui auraient passé un temps d'une très longue période de temps dans ces serveurs-là à observer, à faire du cyberespionnage en fait, avant même d'en exfiltrer des données. C'est une technique qu'on appelle une attaque par point d'eau, en fait, qui était probablement le meilleur type d'attaque à utiliser dans le cas de l'OACI, parce que l'OACI génère énormément de trafic à l'intérieur de ses serveurs, trafic à l'international aussi. Une attaque par point d'eau consiste à placer un logiciel malveillant dans un site qui est fréquemment visité par les personnes visées. Elle s'infecte d'elle-même, puis ensuite elle propage le virus à l'intérieur même des serveurs. Dans le cas de l'OACI, le but de l'infiltration était le cyberespionnage, notamment parce que c'est une porte vers des acteurs extrêmement importants de l'industrie aérospatiale qui permettait aux pirates d'accéder à une plus grande quantité de données à des fins de vol de propriété intellectuelle. Il n'y a rien vraiment qui a été confirmé au niveau du bilan de ce qui a été dérobé. Par contre, il y a des analyses qui démontrent que les pirates ont très fort probablement eu accès à des documents d'aviation importants qui étaient sur les serveurs, qui leur a permis d'atteindre des organisations aériennes à l'international, ainsi que des plateformes appartenant à différents gouvernements. Puis, on constate aussi que il y a plus de 2000 identifiants et mots de passe qui ont été dérobés de 2000 individus qui transitaient sur les serveurs de l'OACI. En fait. Donc ça, c'est le cas. Et qu'est-ce que ça nous dit, ce cas-là, de façon plus générale sur l'évolution du cyberespionnage aujourd'hui? C'est un cas de cyberespionnage aussi, un peu comme celui, c'est pas tout à fait la même chose que celui dont Simon nous a parlé, mais un peu le même genre de technique qui est employé pour d'autres raisons. Qu'est-ce que ça nous dit de façon plus générale sur le cyberespionnage dans le monde? Oui, effectivement, là, c'est l'attribution qui est importante dans ce cas-ci. C'est parce qu'on a été capable de dire que le groupe de hackers est un groupe de hackers chinois. Emissary Panda, qui est connu depuis 2010 pour faire des campagnes de très longue haleine visant des organisations internationales dans le domaine de l'aérospatiale, de la défense, technologie, énergie et finance. Ils ont utilisé le même schéma à travers le monde pour des organisations internationales qui ont utilisé à l'OACI. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est Simon a couvert ça quand même assez en détail, mais ça démontre encore une fois que la Chine cherche à s'accaparer des données de nature plus technologique. C'est loin d'être une première qu'elle fait des opérations de cyberespionnage dans de telles organisations puis dans ces industries-là, mais ça montre aussi qu'elle est équipée à faire des opérations qui sont complexes, comme dans le cas de l'OACI, qui était de longue haleine. Donc, c'est assez intéressant. Puis ça démontre encore une fois, dans sa quête d'autosuffisance technologique, la Chine est équipée, mais aussi cherche ces données-là. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça représente pour le Canada, tout ça, plus particulièrement? On sait on va nommer les choses. Il y a quand même des querelles importantes entre le Canada et la Chine en ce moment. Pour des raisons dont on parle dans l'actualité internationale. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que je veux que vous laissiez tout le temps nécessaire pour présenter ce sur quoi vous avez travaillé, mais on peut imaginer que dans le contexte de ces rivalités, des pays comme la Chine aient recours à ce type d'outils pour affronter le Canada sans l'affronter trop ouvertement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, tout ça, le fait qu'on n'hésite pas à recourir à ces techniques-là maintenant? Ça pousse le Canada, en fait, à chercher à avoir des systèmes de sécurité qui sont adaptés à la Chine, adaptés aussi aux compétences chinoises en matière de cyberespionnage. Par exemple, dans le cas de l'OACI, le Canada était le pays hôte. Donc, même si on visait une organisation qui était internationale, on a réussi à s'accaparer des données de résidents canadiens. Donc, je pense que c'est vraiment
ça pousse à être alerte, ça pousse à peut-être réviser les systèmes de sécurité aussi, puis à ne pas prendre pour acquis que même si l'organisation n'est pas a priori canadienne, puis même qu'elle est internationale, elle est en territoire canadien, donc de faire vraiment être plus alerte à ça. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, les 3 cas que Simon, Danny et Gabriel viennent de présenter font partie de la 50aine de cyberincidents géopolitiques présentés dans le répertoire plus global là, qui est disponible sur notre site Internet. Alexis, j'aimerais te redonner la parole peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter, si je peux partager mon écran. Je ne sais pas si les gens voient ça. Est-ce que ça marche? OK. Donc, ici, on a le site. Vous pouvez trouver le répertoire à cette adresse-là. Donc, vous la voyez ici à l'écran. On a la page du site Internet de la chaire Raoul Dandurand sur laquelle se trouve le répertoire. Donc, Alexis, j'aimerais te relancer un petit peu sur ce répertoire. Quelle était l'idée derrière ce répertoire? Quel était notre objectif avec ça? J'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Et je vais te relancer un petit peu aussi sur ce qu'on peut trouver dans ce répertoire-là, les catégorisations. On peut parler un petit peu de la méthodologie aussi qui a mené à la sélection des cas. Qu'est-ce qu'on traite là-dedans? Qu'est-ce qu'on ne traite pas? Parce que je sais que les gens à la maison vont peut-être regarder ça et dire « Ah, il manque tel cyberincident, mais il y a peut-être une raison pour laquelle il ne s'y trouve pas. » Et bon, plusieurs questions, mais peux-tu revenir sur la genèse du projet puis qu'est-ce qui nous a motivés au départ? Tout à fait. Alors, pour ce qui est d'un peu de l'origine du projet, l'idée qui a présidé à ce projet-là, cette base de données puis à ce rapport, dans le fond, ce dont on s'est rendu compte quand l'OCM a commencé à travailler sur les enjeux cyber au Canada, c'est que nos discussions avec les gens étaient souvent conjuguées au futur. On parlait aux gens de cyberattaques étatiques contre le Canada et les phrases commençaient souvent par le jour où ça arrivera à 3 petits points. Or, ce que nous, on voyait, c'est que ça arrivait déjà. Il y avait déjà d'assez grosses attaques contre le Canada et depuis un bon petit bout de temps déjà, en fait. Mais ce constat-là n'était pas acquis dans l'esprit du grand public canadien. On restait souvent dans le domaine dans le registre de l'hypothétique, de la menace future, ou alors quand on en parlait, on s'en tenait souvent un peu à la dimension technique, technologique de ces incidents, ce qui laissait un peu flotter l'idée que voilà, la cybersécurité était avant tout une affaire d'experts, de geeks, si je peux dire, et donc il n'y avait pas nécessairement besoin d'un débat public un peu plus vigoureux sur ces questions. Donc, partant de là, on a voulu en fait proposer au grand public un outil, une plateforme qui, recenserait, mettrait en évidence à un seul endroit, au même endroit, en fait, les épisodes marquants de la cybersécurité ou de la cyberinsécurité, si vous voulez, au Canada, et deux, qui aiderait à comprendre en termes non barbares, si je peux dire, les retombées sociopolitiques de ces événements, de ces cyberincidents. Donc, pour ce faire, on est parti sur l'idée d'une base de données en libre accès, vulgarisatrice, aussi exhaustive que possible, que les gens, les Canadiennes et Canadiens, simples citoyens, ou les journalistes, ou les chercheurs, ou même des décideurs, pourraient aller consulter pour trouver des éléments factuels de base sur les cyberincidents. Est-ce qu'il y en a souvent? Qui est-ce qu'ils visent? Est-ce qu'on sait d'où ils proviennent? Avec quel degré de certitude, etc., etc. Et donc, c'était ça notre idée avec le répertoire. La créature a maintenant pris vie, vous l'avez devant les yeux, on va voir si elle remplit efficacement sa fonction ou non, mais j'invite en tout cas les personnes intéressées à aller jeter un œil, se promener un peu dessus et nous laisser savoir si l'expérience est concluante. Donc, parmi les critères en fait de recherche, ou en fait les catégories qu'on a employées là, pour essayer de distinguer les divers cyberincidents, donc, on peut évidemment faire une recherche par année. Et ici, c'est l'année où on a appris l'existence de ce cyberincident, n'est-ce pas, Alexis? Parce que parfois, on le sait un petit peu plus tard. Et on peut y aller par année, donc on peut y aller par type de cible, société civile, secteur public, secteur privé, les organisations internationales comme l'OACI, dont Gabriel vient de nous parler. Les types d'incidents, est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus, Alexis, sur notre catégorisation des types d'incidents et nos inspirations théoriques là-dessus? C'est ça. On s'est essayé une typologie en fait des différents types de cyberincidents qu'on avait recensés. On s'est inspiré de la typologie en fait du Cyber Operations Tracker, qui est une autre base de données
développé aux États-Unis par le Council on Foreign Relations. On l'a élaboré un petit peu, notamment, nous, on tenait à inclure les manipulations de l'information là-dedans, donc on l'a adapté un petit peu. Il y a ces différents types que vous avez là dans la liste déroulante. Si vous voulez en apprendre plus sur leur définition, qu'est-ce qu'ils décrivent exactement, juste au-dessus, on voit qu'il y a en haut à droite, on voit qu'il y a le petit onglet méthodologie, où en fait, il y a si vous l'ouvrez, voilà, il y a plusieurs sections en accordéon qui s'agrandissent. Et tout en bas, en fait, il y a la typologie des incidents et leur définition qu'on peut ouvrir pour aller voir les définitions, la source des définitions, qu'est-ce que ça décrit. Parfait. Et je sais, j'en ai parlé en introduction. Évidemment, les gens iront peut-être voir le répertoire et peut-être qu'ils et elles diront « Il manque un cyberincident. Pourquoi celui-ci n'est-il pas là? Pourquoi celui-là est là et pas un autre? » Jusqu'à quel point ce répertoire est-il exhaustif, Alexis? Alors, c'est évidemment la grande question. Hein. Est-ce qu'on a recensé vraiment tous les cyberincidents géopolitiques qui ont touché le Canada? Je vais casser le suspense tout de suite. Vraisemblablement pas. Pour plusieurs raisons. La première, très simple, c'est qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Le répertoire et le rapport sont basés sur des sources ouvertes. On ne sait pas plus de choses que ce qui a été rendu public sur ces événements. Donc, nous, dans le fond, on compile de l'information plus qu'on en crée. Hein. On n'est pas des enquêteurs ou des fact-finders. Donc, s'il y a eu un cyberincident contre le gouvernement fédéral qui est classé top secret, nous, on ne sait pas plus que le reste du monde. Et ça m'amène à une seconde raison, en fait, à savoir que il y a un certain nombre d'incitations, en fait, pour pas mal d'entités à ne pas publiciser l'existence d'un cyberincident. Pour une entreprise, par exemple, on ne veut pas nécessairement donner une mauvaise image auprès des investisseurs en révélant qu'on s'est fait hacker, qu'on a perdu des données. Pour un gouvernement, on ne veut pas forcément laisser les pays alliés avec qui on échange du renseignement penser que nos systèmes informatiques sont une passoire, etc. Je ne dis pas du tout que c'est ça qui se passe au Canada, hein, mais pour donner un peu des exemples à gros traits de pourquoi il y a souvent pas mal de réticence à publiciser l'existence de cyberincidents. Ce qui me ramène donc un peu au bottom line. Pour le répertoire, on s'est efforcé de recenser tous les événements qui sont sortis sur la scène publique, dont on a connaissance, mais il y en a vraisemblablement aussi tout un ensemble qui n'ont jamais été révélés, qui n'ont pas encore été révélés, et donc qui ne figurent pas encore dans le répertoire. On garde l'œil ouvert, il sera mis à jour fréquemment, on espère y ajouter tout ce qui est raisonnablement possible d'y ajouter à l'avenir, quoi. Et parmi les 50 quelques cas qu'on retrouve dans le répertoire, moi, il y en a un qui a retenu mon attention, le piratage du site des Forces canadiennes, le site force.ca. C'est un incident survenu en novembre 2016. Donc, le site des Forces canadiennes a été piraté. On ne connaît pas l'origine, en tout cas présumée, de ce cyberincident. On sait par contre que le lien du site menait temporairement les visiteurs vers une page du gouvernement chinois qui affiche entre autres des déclarations des ministres du gouvernement chinois et leurs activités. J'ai envie, pour terminer notre première partie du webinaire, de vous demander de me nommer ou de me parler d'un autre cas chacun qui a particulièrement piqué votre curiosité, qui se retrouve dans le répertoire. Je vais commencer par Gabriel, tiens. Oui, moi, c'est Cloud Hopper. C'est une opération qui a duré pendant 12 ans. Qui est énorme. C'est une opération de cyberespionnage qui visait encore le domaine de la finance et télécommunications, qui était liée au ministère de la Sécurité chinois, Sécurité d'État chinois, pardon. Puis récemment, quand même, les États-Unis ont accusé 2 individus aussi qui étaient les pirates principaux dans cette campagne de cyberespionnage. Donc, je trouve ça assez fascinant qu'on puisse vraiment accuser, puis une attribution qui est très, très précise aussi pour une telle campagne. Merci, Gabriel. Simon? Oui, moi, je vais y aller peut-être sans grande surprise avec Nortel. Un cas qui est emblématique parce que c'est peut-être, je dirais, la première fois ou peut-être la deuxième fois qu'on entendait véritablement parler d'opérations d'espionnage chinois en sol canadien, peut-être même depuis le rapport Sidewinder là, de la GRC et du SCRS là, à la fin des années 90. Nortel, on se rappelle, c'était le géant canadien des télécommunications à l'époque qui a fait faillite en 2009 suite à des années d'opérations d'espionnage chinois. Dans ce cas-là, non seulement les Chinois avaient accaparé des données sensibles
de l'entreprise par des logiciels malveillants, mais avait également mis sur écoute certains employés, avait utilisé de jeunes étudiants embauchés. Bref, il y avait aussi également, utilisé toutes sortes de stratagèmes multidimensionnels. Bref, la Chine s'était servie d'un réseau assez large. Et ça, ça nous informe que la Chine met justement sur un réseau diversifié pour accomplir ses objectifs plutôt clandestins. Plusieurs incidents ont montré dans les dernières années que le renseignement chinois utilisait des stagiaires, des journalistes, des étudiants au doctorat, des scientifiques. Donc, il bénéficie d'un réseau d'espions qui n'exerce pas nécessairement la profession à la base. Donc voilà, je pense que Nortel, c'est un cas qui est très intéressant parce qu'il vient, je dirais, mettre en exergue là, ce côté opérationnel du renseignement chinois qui n'est pas toujours évident à cerner quand on analyse des cas qui ont une dimension plutôt cyber. Merci Simon, ça se retrouve aussi dans le répertoire. Danny? Quelque chose que je trouve, sur lequel j'aimerais apporter l'attention du public, on a souvent cette espèce d'impression qu'on parle de films de James Bond, mais il y a des cas qui sont peut-être moins sexy, mais qui sont toujours, tant qu'à moi, très intéressants, très importants. Je pense, depuis quelques années, à des questions, des incidents qui sont souvent attribués à la Corée du Nord pour des questions de piratage d'institutions financières dans le but de simplement financer l'État nord-coréen qui est frappé d'une myriade de sanctions économiques. Donc, il y a besoin de trouver des façons de contourner le système, le système légal, si on veut, pour se maintenir à flot. Donc, par exemple, il y a un cas qui est arrivé en 2017. Il y a plusieurs banques canadiennes, les banques en tant que telles, le nom n'a pas été divulgué, qui ont été victimes d'une campagne massive de rançongiciel, donc, de malware. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on invitait les utilisateurs de ces sites transactionnels bancaires-là à se télécharger, si on veut dire, une mise à jour pour bien pouvoir accéder à son compte. Ce faisant, on était capable d'entrer dans l'ordinateur de ces personnes-là, aller chercher de l'information, soit pour tout simplement cloner des cartes de crédit, donner des données bancaires et puis permettre à ces hackers-là, en bon français, d'aller chercher de l'argent pour mettre dans les poches de l'État, mais aussi de ne pas oublier que ces intrusions-là permettent de créer des liens avec d'autres personnes d'intérêt. Ça peut être une simple personne qui a un compte dans une banque, mais finalement qui connaît le dirigeant de telle entreprise. Donc, de façon de se faufiler, de trouver des liens aussi avec des personnalités importantes qu'on voudrait aussi pouvoir espionner. Merci beaucoup, Danny. Alexis, pour terminer. Je pense qu'un cas immanquable, c'est les opérations de cyberespionnage contre les organismes de recherche canadiens qui ont travaillé sur la COVID-19 l'année dernière, en fait. Ce n'est pas encore entièrement clair tout ce qui s'est passé. Comme je disais tantôt, on voit qu'il y a pas mal d'incitations à entretenir le secret autour de ces cyberincidents-là. Mais on sait qu'il y a au moins une firme pharmaceutique canadienne qui a été victime d'une cyberintrusion en avril 2020. Un peu plus tard, en juillet, Ottawa s'est associé au Royaume-Uni et aux États-Unis pour accuser publiquement la Russie de cyberespionnage en lien avec la recherche sur la COVID-19. On ne sait pas si ces accusations recouvrent le premier incident ou si ça en dénote encore d'autres, mais bon, il faut souligner que c'est assez rare que les autorités canadiennes attribuent publiquement des cyberattaques, donc ça en dit long quand même sur l'importance qui a été accordée à l'incident par Ottawa. Et plus tard encore, en novembre dernier, Microsoft a annoncé qu'ils avaient observé la Russie et la Corée du Nord mener une seconde vague de cyberespionnage contre la recherche sur la COVID-19 qui aurait touché plusieurs pays, dont le Canada. On ne sait pas à quel point ces différentes tentatives ont été fructueuses ou non, s'il y a des connaissances ou des données précieuses qui ont été dérobées ou non, mais on voit qu'il y a vraiment eu des efforts persistants pour collecter l'information. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous montre aussi que même en temps de pandémie, tous les coups sont permis quelque part. Merci beaucoup, Alexis. Donc, ça met un terme à la première partie de notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour vos lumières, vos éclaircissements, vos précisions en ce qui a trait au rapport et au répertoire. Je donne maintenant, comme je l'avais promis, l'occasion aux gens qui nous regardent de poser
des questions, de participer à la discussion. Évidemment, sur Zoom, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on m'a fait parvenir beaucoup de questions. Je m'excuse déjà à l'avance si je ne peux pas toutes les poser. Il y en a plusieurs, mais je vais quand même lancer notre équipe sur certaines de ces questions. On nous demande notamment, et je cite, que pensez-vous du contexte actuel avec la Chine? On a déjà abordé un petit peu cette question. Et la possibilité d'escalade dans le cyberespace. Et peut-on aller jusqu'à parler, en caractérisant les relations de certains pays à l'échelle internationale en ce moment, d'une certaine guerre froide du cyberespace? Donc, une vaste question, une question d'actualité. On a abordé ça un petit peu tantôt. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses par rapport à ça. Est-ce qu'on exagère en parlant d'une... Parce que, bon, l'expression guerre froide, on sait ce que ça veut dire. On connaît les tensions internationales qui caractérisaient cette période. Est-ce que ce qui se passe dans le cyberespace est grave à ce point où on doit parler vraiment des relations internationales en termes de nouvelles guerres, de guerre froide, de guerre par d'autres moyens, mais d'une intensité qui peut rappeler les tensions qu'on a observées durant la guerre froide, notamment des périodes beaucoup plus conflictuelles des relations internationales? Je peux peut-être me lancer pour mettre la table, mes collègues pourront rebondir sur ce que je dis, mais j'ai un peu envie de répondre par une boutade, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une guerre froide, une guerre, quelque part, il faut être deux à échanger les coups. Et pour le moment, sans caricaturer, il y a un peu pour ce qui est du Canada, il y a un peu que le Canada qui prend des coups. Dans le fond, le Canada, à notre connaissance en tout cas, ne mène pas de cyberespionnage industriel en Chine. C'est la Chine qui fait du cyberespionnage et du vol de propriété intellectuelle au Canada. Et donc, c'est sûr, le terme guerre froide nous vient souvent à l'esprit, parce qu'on est prompt à faire des analogies historiques, puis parce que c'est un terme assez utile pour un peu décrire quelque chose qui relève de tension, mais qui ne relève pas tout à fait du conflit, etc. Mais dans le cas présent, il vient peut-être pas vraiment nous aider à décrire la situation, dans le sens où, sans accuser le gouvernement canadien de passivité, dans le domaine cyber, c'est vraiment la Chine qui est à l'offensive en matière de cyberespionnage et le Canada qui essaie de se défendre tant bien que mal. Mais on parle souvent un peu de tyrannie de la métaphore. Je ne suis pas sûr que la métaphore de la guerre froide nous soit très, très utile pour parler de cyberespionnage. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose par rapport à ça? Peut-être très rapidement, en une phrase ou deux. C'est-à-dire que dans le cyberespace, il n'existe pas encore cet aspect de dissuasion-là. C'est-à-dire qu'on reçoit une cyberattaque, mais est-ce qu'on réplique immédiatement? Ça n'a pas été nécessairement démontré, puis les gens n'ont pas nécessairement les États n'ont pas nécessairement les capacités de le faire encore. Maintenant, ça va être intéressant de savoir si la riposte va venir éventuellement du secteur privé ou va venir des gouvernements. Mais voilà, ça reste à voir. Si je peux me permettre de faire un petit peu de pouce sur ce que Simon vient de dire, c'est... Vas-y, Danny, puis je me permets de te lancer une autre question qu'on nous a posée qui est pratiquement liée à ça. Okay. Puis Alexis a abordé un peu cette question-là. Le Canada, je cite, n'adopte pas une posture offensive là, sur ces questions-là à l'échelle internationale. Donc, pourquoi s'attaquer au Canada dans ce contexte-là? On tourne un peu autour de la question, est-ce que le Canada doit se doter d'une posture un peu plus offensive à l'avenir? Excuse-moi, je te lance. Posture offensive, je cite la personne qui pose la question. OK. Déjà en partant, Simon parlait de dissuasion. Non seulement c'est difficile, mais c'est le problème aussi, on en a déjà parlé pendant le webinaire, c'est l'attribution qui est extrêmement difficile. Qui nous a attaqué? Comment je peux garantir que c'est un pays qui m'a attaqué ou c'est tout simplement un groupe qui est hébergé dans ce pays-là qui n'a peut-être absolument aucun lien avec l'État? Donc, déjà en partant, pour répliquer, il faut savoir à quoi on réplique et c'est extrêmement délicat. Maintenant, pourquoi s'attaquer au Canada? Pourquoi le Canada est la cible de ce genre d'attaque-là?
Bon, première des choses, le Canada, le code de l'OACI qui a été traité par Gabriel, tant qu'à moi, est vraiment une bonne, permet de donner une réponse à ça, c'est que le Canada est ce qu'on pourrait appeler en bon français un stepping stone, c'est-à-dire que c'est un point d'appui pour aller toucher à d'autres pays qui sont d'intérêt pour nous. Donc, c'est sûr que si tu peux rentrer dans les systèmes d'un pays comme le Canada qui est membre de l'OTAN, qui est membre d'autres organisations qui regroupent les États-Unis, bien sûr. Donc, déjà, en partant, on a un point d'accès pour aller peut-être toucher à d'autres joueurs plus importants auxquels on voudrait s'attaquer. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, le Canada est à l'avant-plan en ce qui est du développement de technologies qu'on appelle dual use, donc les technologies à deux usages, donc c'est-à-dire civil et militaire. Donc, on peut être extrêmement à l'avance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça peut être un beau projet qui est fait pour le plus grand bien du public, mais ça peut tout aussi bien servir à une dimension militaire, donc que certains pays, justement, seraient tentés de mettre la main là-dessus pour pouvoir utiliser cette technologie-là à des fins militaires. Merci beaucoup. On nous demande aussi, je vais citer la question qui est excellente. Je cite, le Canada est un membre des Five Eyes. Le fait de faire partie de ce groupe nous expose-t-il davantage à des cyberattaques de certains pays comme la Russie ou la Chine en raison des relations tendues de ces pays avec les États-Unis notamment? De même, doit-on craindre des cyberattaques amis entre guillemets, la personne dit, je ne sais pas si c'est le bon terme, de la part des autres membres de cette alliance des Five Eyes. Est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus? Je peux, oui, certainement. Je savais que tu irais sur celle-là. C'était pour moi, celle-là. Ouais. Vas-y. La réponse est oui, en fait. Puis, effectivement, là, si le Canada fait partie de l'Alliance des Five Eyes, clairement, on a accès à de l'information, à du renseignement qui est privilégié, qui fait la convoitise de ceux qui ne sont pas membres de l'Alliance. Et même si je peux me coller un petit peu plus à mon expertise, là, je dirais, par rapport à l'espionnage économique, bien, ça pose toute la question à savoir si on doit adopter une culture de sécurité au Canada. Après, la question, c'est de savoir par quoi on pourrait justifier une telle culture. Mais la question se pose à savoir est-ce qu'on pourrait imiter certains pays comme la France ou l'Angleterre en matière d'espionnage. Voilà. Quelqu'un d'autre là-dessus? OK. 2 questions que je vais prendre ensemble qui concernent un petit peu plus le travail de définition qu'on a fait pour le répertoire, puis le travail de définition aussi qui entourait la création de l'OCM. Rappelle-toi, Alexis, quand on se demandait comment l'appeler, cet observatoire-là. Donc, une question sur le répertoire qui va comme suit. Les cyberincidents domestiques, entre guillemets, sont-ils répertoriés? Et l'autre question, c'est lié à la réflexion plus générale qu'on a eue sur l'objectif de l'OCM, puis comment on nomme l'OCM, puis comment on nomme les phénomènes qu'on étudie. Est-ce qu'on peut, la question va comme suit, est-ce qu'on peut inclure les cyberincidents géopolitiques dont on parle aujourd'hui dans toute la réflexion qu'on a dans la littérature sur les guerres hybrides? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on parle de guerre hybride ici, là, quand on étudie les phénomènes dont on a parlé aujourd'hui? Est-ce qu'Alexis, tu veux y aller là-dessus? Je peux essayer de me lancer. Vas-y. Pour ce qui est de la première question, les incidents d'origine domestique, a priori, et je souligne vraiment le a priori, on ne sera pas amené à les inclure dans le répertoire dans la mesure où on imagine assez mal. Nous, on veut vraiment s'intéresser aux cyberincidents à caractère géopolitique. Et à première vue, on imagine assez mal un cyberincident qui pourrait recouvrir un caractère géopolitique, mais qui proviendrait du Canada. Ça se peut, là, je veux dire, dans l'absolu, c'est possible, hein, mais ça répond assez mal à l'idéal type du genre de cyberincident qu'on veut traiter. Après, la question est pertinente, hein, dans la mesure où, en fait, on a déjà certains cas qu'on pourrait qualifier d'ambigus dans le répertoire, où je pense par exemple, il y a eu l'année dernière
je crois, une cyberattaque au rançongiciel contre le Collège militaire royal à Kingston. Et on n'a pas eu beaucoup d'éléments d'information à disposition. Et est venu un moment où on a dû se poser la question, est-ce qu'on l'inclut ou est-ce qu'on l'inclut pas? Parce que d'un côté, c'était une cyberattaque au rançongiciel, comme il y en a des centaines et des milliers tous les jours à travers le monde et à travers le Canada, et qui a priori relève de cybercriminalité, probablement de cybercriminalité domestique, etc. On pourrait tout à fait envisager qu'on s'en passe. D'un autre côté, on était obligé de se poser la question, de toutes les organisations qu'on peut cibler pour faire du rançongiciel au Canada, pourquoi est-ce qu'on s'est attaqué au Collège militaire royal, où peut-être il peut y avoir de l'information à valeur stratégique. Et on n'avait pas les éléments d'information probants pour trancher la question, mais dans le doute, on a favorisé une approche inclusive. On s'est dit, on va l'inclure en précisant que voilà, on n'a pas d'indice que ça provient de l'extérieur du Canada, on n'a pas d'indice que ça a été coordonné par un gouvernement étranger, mais voilà, ça touche au domaine militaire, à la défense, etc. Donc, ça peut revêtir une dimension géopolitique. Donc on a choisi de l'inclure. Peut-être qu'on découvrira à terme que ça ne relevait pas du tout de géopolitique, que c'était de la pure cybercriminalité, auquel cas on devra retirer l'incident du répertoire. Mais pour donner une idée aux gens aussi de, voilà, il n'y a pas que des cas super clairs de, voilà, c'est la Corée du Nord qui nous a espionnés, etc. Il y a quelques cas ambigus. Il y en aura probablement d'autres, parce que comme on l'a dit, les attributions sont difficiles. Ce qu'on appelle parfois en relations internationales la signature de la puissance est assez floue dans le cyberespace, et donc ça nous force à des fois inclure des cas un peu ambigus. Et sur guerre hybride, est-ce que tu veux lancer quelques éléments ou tu essayais de... tu voulais pas nécessairement qu'on se relance? Je peux me lancer, vous m'arrêterez si je me lance dans des discussions trop ésotériques, si mais il y a d'énormes débats académiques sur le terme guerre hybride dont certains disent qu'il est galvaudé, qu'il décrit trop de choses, mais en même temps qu'il décrit rien, etc. Moi-même, j'ai été amené à l'utiliser quelques fois parce que, suivant à qui on s'adresse, le terme décrit quelque chose, est assez évocateur et donc a son utilité en termes de vulgarisation, on va dire. Pour résumer grosso modo la problématique, le concept de guerre hybride, il a été popularisé par Frank Hoffman en 2006 dans un ouvrage, mais qui parlait pas du tout de ce qu'on entend aujourd'hui ce qu'on décrit parfois aujourd'hui comme guerre hybride. Il parlait de l'intervention israélienne au Liban et le fait que on observait certaines stratégies, certaines techniques de guérilla, d'interaction entre des groupes étatiques, semi-étatiques, pas étatiques, etc. Et bref, j'en parle dans le détail, mais dans le sens où pour le rappeler, c'est de là d'où provient le terme. C'est lui qui a coined the term, comme on dit en bon français. Et par la suite, le terme a été repris à beaucoup de sauces et au fur et à mesure de son voyage conceptuel, on l'a un peu accolé à ce qu'on a observé avec l'intervention russe en Ukraine, en Crimée en 2014. Et il y a vraiment eu un engouement pour ce terme-là. Et donc, tout le monde se cherchait un peu un terme pour décrire ce qu'on appelle des fois guerre de zone grise, qui n'est pas vraiment de la guerre, qui est un peu de la guerre, où il y a de la cyberdéfense, de la désinformation, etc. Mais c'était le terme un peu consacré par dépit à l'époque. Il est un peu tombé en disgrâce depuis. Et moi, pour ma part, j'essaie de plus trop l'utiliser parce que je crois qu'il nous rend pas forcément service. En même temps, quelle guerre n'est pas hybride aussi? C'est ça la question. Merci beaucoup. Je me permets peut-être de vous lancer une dernière question avant qu'on se quitte. Je sais qu'il y a des cours à 14 heures notamment. Quels dispositifs de coopération internationale entre pays occidentaux principalement sont mis en œuvre à l'heure actuelle pour, contrer, prévenir des cyberincidents géopolitiques comme ceux qu'on a décrits aujourd'hui? Quelle perspective pour un cadre juridique international? Est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus?
Je me souviens, moi, en tout cas, de la conférence de Richard Hawes, le président du Council on Foreign Relations, qui a parlé au Corim avant les fêtes et qui est l'auteur d'un ouvrage sur l'évolution des relations internationales depuis 50 ans et qui nous dit très clairement dans ce livre-là qu'on n'a pas suffisamment développé ces mécanismes-là, ces dispositifs-là. Je ne sais pas si c'est ce qu'Alexis voulait dire, mais que les politiques internationales sur ces questions-là, pour l'instant, demeurent très, très nationales. Et Alexis et moi avons travaillé notamment sur la politique américaine de lutte contre de gestion de la cyberconflictualité. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, les organisations responsables de la politique étrangère américaine développent une réflexion, mais elle est vraiment pensée en termes d'intérêts nationaux. On doit protéger les intérêts américains avant tout et il y a vraiment une dépendance au sentier ici, un path dependency qui fait en sorte que toute la réflexion stratégique américaine sur ces questions-là, au fond, est héritée. En fait, est l'héritage de certaines pratiques, de certaines routines, c'est-à-dire de penser la politique de défense en termes nationaux avant tout. Ça ne veut pas dire d'exclure la coopération internationale, mais on procède vraiment par réflexe, vraiment au sens... presque dans une vision très, très réaliste des relations internationales, finalement. Je ne sais pas si Alexis veut ajouter quelque chose là-dessus, mais le cas américain est assez intéressant à ce titre. Oui, on pourrait évoquer quelques idées, quelques mécanismes qui sont un peu en train d'émerger sur ces questions-là. Un premier, je pense qu'on peut noter, c'est qu'il y a de plus en plus d'attributions conjointes, en fait, notamment au sein du Five Eyes, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, et les autres membres, de plus en plus, essayent en fait alors, on ne sait pas exactement comment ils collaborent en termes d'échange d'informations, etc. Ça, c'est des détails dont on n'a pas connaissance. Mais pour ce qui est d'attribuer publiquement, on essaie de faire des déclarations conjointes pour attirer plus d'attention de la communauté internationale, du grand public sur ces questions-là, démontrer peut-être, de donner l'image d'un consensus, le fait que c'est pas des attributions qui sont uniquement politisées. Il y a plusieurs pays avec des vues quand même variées qui sont d'accord pour dire et qui arrivent aux mêmes conclusions que tel autre pays est à blâmer pour telle cyberintrusion. Donc ça, c'est quand même un mécanisme qu'on voit de plus en plus, des attributions conjointes qui se font, et pas juste au sein du Five Eyes aussi, hein, ça se fait avec d'autres pays, principalement des membres de l'OTAN en fait. Un autre exemple intéressant, c'est qu'on observe au sein de l'Union européenne, actuellement, il y a une volonté d'en fait établir des mécanismes au sein de l'Union de la part des différents États membres pour adopter des régimes de sanctions communs. C'était fait à l'initiative de l'Allemagne, qui a été victime d'une grosse cyberattaque russe contre son Parlement en 2017 ou 2018, je ne suis plus certain, qui avait bien conscience qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne pourrait probablement pas essayer de répondre toute seule, ou en tout cas que ce serait plus efficace de répondre à plusieurs, et donc qui a pris l'initiative au sein de l'UE de dire, on n'est probablement pas les premiers, on ne sera clairement pas les derniers, on devrait réfléchir ensemble à ces solutions pour que la prochaine fois que ça se produise, on ait déjà un mécanisme qui fait en sorte qu'on adopte tous des sanctions en même temps pour imposer un coût supplémentaire en fait aux pays qui mènent ce genre d'opération-là. Donc, c'est quelques exemples, il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas passer l'après-midi là-dessus. C'est quelques exemples de mécanismes de coopération internationale qui sont en train de voir le jour pour essayer de refroidir un peu les ardeurs dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Alexis. Je remercie ceux et celles qui ont participé au webinaire aujourd'hui, qui ont regardé le webinaire. Je vous remercie pour les excellentes questions. Je m'excuse si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel si vous n'avez pas eu le temps de les poser aujourd'hui. Moi, je vais quand même aussi donner celles qui restaient à nos chercheurs qui pourront, si vous voulez, nous dire qui vous êtes, parce que je n'ai pas toujours le nom des personnes qui posent des questions, mais écrivez-nous un courriel puis on pourra poursuivre le dialogue avec vous. Ce sera volontiers, avec grand plaisir. Parce que le webinaire d'aujourd'hui, c'est une étape, ce n'est pas la fin du processus. Je remercie à cet égard Alexis, Simon, Dany, Gabriel d'avoir présenté les grandes lignes du rapport et du répertoire sur les cyberincidents géopolitiques au Canada qu'on vous propose sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand depuis ce matin.
au www.endurant.uqam.ca. J'aimerais remercier aussi en terminant la Banque nationale du Canada et son président et chef de la direction, M. Louis Vachon, pour l'appui aux travaux de l'OCM. Je veux remercier aussi l'équipe administrative de la chaire Raoul d'Endurant, Ivana Michelin, Françoise Conéa et Louis Collerette, sans qui, je pense que mes collègues seront d'accord, il n'aurait pas été possible de mener à bien ces projets-là, de publier en tout cas ce rapport aussi rapidement qu'on a pu le faire. Et je vous invite en terminant à nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Vous pouvez aussi écouter le balado de la chaire si la cybersécurité vous intéresse. On en traite parfois. Le balado vous propose un épisode chaque semaine sur toutes sortes de questions qui intéressent les chercheurs de la chaire Raoul d'Endurant. Et consultez notre site Internet pour les prochains webinaires. Voilà, c'est journée pédagogique aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas eu trop d'enfants qui ont interrompu les présentations des uns et des autres. Ça ne s'est pas produit chez nous. Je suis content de ça. Ça peut arriver parfois. Et je sais qu'il y a des cours à 14h. Moi, j'enseigne à 14h en tout cas, donc je vais être obligé de quitter. Mais je vous remercie beaucoup. À la prochaine, puis au plaisir de vous revoir en personne surtout. Ça s'en vient probablement. Merci beaucoup. Merci aux chercheurs, puis on se revoit bientôt.